Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis dans le même état qu'à chaque fois que j'essaie de faire un exposé comme ça. Je me demande ce qui m'a pris d'accepter, d'autant plus que c'est la première fois que je fais ça en ligne et que donc je ne vous vois pas. Par contre, je me vois moi, c'est extrêmement perturbant. Donc, je vais essayer de faire ça du mieux possible en étant le moins perturbé possible par tout les aspects techniques de la chose. Déjà, mes excuses si je rate l'une ou l'autre de vos questions ou interventions en cours de route. Je compte sur Harriet pour m'interrompre si nécessaire. Mes excuses aussi à ceux qui sauront déjà une partie des choses que je vais présenter, ne sachant pas exactement à qui je m'adresse. J'ai essayé de faire une présentation orientée particulier, comme vous le voyez sur le slide de couverture ici, donc en prenant surtout un angle permis délivré par les communes et moins permis délivré par les autorités régionales. On verra ça un peu par après. Je présente aussi mes excuses à ceux qui sont vraiment des novices et qui peut-être auront quand même du mal à cerner certaines des notions que je n'aurai pas le temps d'approfondir. Mais puisque le temps est limité, puisque j'ai un petit 40 minutes pour vous expliquer quelque chose que j'ai mis une journée et demie complète à expliquer aux fonctionnaires régionaux quand la réforme est entrée en vigueur, allons-y sans plus attendre avec une série de repères introductifs donc pour bien placer les éléments essentiels du paysage de l'urbanisme bruxellois. Alors, l'élément essentiel, la clé de voûte de tout le système, c'est donc le COBAT, le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, qui est la législation de base, qui est celle qui vous dit qu'il faut un permis d'urbanisme pour réaliser des actes et travaux, quels qu'ils soient, puisque le principe est bien celui-là. Tous les actes et travaux sont soumis à autorisation par le Code, sauf si le gouvernement, dans un arrêté d'exécution du Code, a dispensé les travaux que vous voulez faire de permis. C'est vraiment ça la logique. L'autorisation est le principe et la dispense d'autorisation est l'exception. Je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les explications sur les dispenses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas enfin d'exposer. Donc, le code est donc la base de l'obligation d'avoir un permis, mais c'est aussi la base de tous les règlements urbanistiques qui gravitent autour de ces exigences en matière de permis. Donc les plans et les règlements dont on va voir un très bref aperçu sur les slides suivants ont une existence juridique parce que le COBAT les crée. C'est aussi le COBAT qui est le siège du régime des monuments et sites, donc la procédure pour classer un immeuble, pour prendre l'hypothèse la plus simple, c'est le COBAT qui vous l'a décrit. C'est aussi lui qui est le siège de tout le régime des infractions et des sanctions pénales et administratives applicables en matière d'urbanisme. Et enfin, c'est aussi lui qui est le fondement du régime des renseignements urbanistiques, qui est le point par lequel nous terminerons l'exposé aujourd'hui. Il y a encore toute une série d'autres choses dans le code, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est bien que c'est la législation de base, c'est là que se trouvent tous les principes essentiels qui régissent la matière. Notamment les plans et les règlements, je vous l'ai dit. Donc, un petit aperçu très rapide du plus important d'entre eux. C'est le plus important parce qu'il couvre toute la région, d'où son nom. Le PRAS, c'est le plan régional d'affectation du sol. Je vous en ai mis un petit extrait pour illustrer la chose sur la droite, centré comme par hasard sur la place Quetelet. Vous aurez compris pourquoi. Ce plan, c'est le plus important, disais-je, parce que d'abord, il couvre toute la région. Ça, c'est une chose, mais le plan régional de développement aussi couvre toute la région, et celui-là, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Le PRAS est plus important que le plan régional de développement parce qu'il a une valeur réglementaire, donc il est contraignant. Et non seulement il est contraignant, mais, et c'est la phrase qui est surlignée sur le slide, c'est la plus importante, on ne peut pas, dans sa demande de permis d'urbanisme, demander à déroger au PRAS. Donc ce que ce plan prévoit en matière d'affectation, puisque c'est ça son objet essentiel, c'est qu'est-ce qu'on peut installer comme fonction à tel endroit sur le territoire régional.
Est-ce que je peux installer du logement à tel endroit? Est-ce que je peux mettre du bureau? Vous voyez les taches de couleur sur l'image à droite. Les taches bleues foncées sont des zones administratives où le bureau et le logement sont les fonctions principales. Les taches oranges sont des zones mixtes dans lesquelles le logement et le bureau ont leur place, mais le commerce et d'autres activités ont aussi leur place. Donc, c'est ça l'objet principal du PRAS. Et à ces exigences-là, il n'est pas possible de déroger. Donc, quand vous avez un projet, quel qu'il soit, le premier instrument à aller consulter pour savoir si ce projet est autorisable, c'est toujours le PRAS. Parce que si vous n'êtes pas dans les clous qu'il a fixés, eh bien, votre projet ne sera pas autorisable via une demande de permis. Pas de changement notable à la suite de la réforme du COBAT, donc je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur lui. Retenez donc que c'est l'outil de base en matière d'affectation du sol. Mais vous voyez un peu l'échelle de la carte, c'est un outil assez macro, assez général, et donc il a une déclinaison plus locale, plus précise, qui s'appelle le PPAS, plan particulier d'affectation du sol. Ce plan-là est particulier parce qu'il est, local, communal, donc c'est la commune qui peut décider de l'adopter. Le PRAS, il est obligatoire que la région en ait adopté un et il couvre toute la région. Les PPAS, ça, c'est une couche planologique optionnelle. Les communes ne sont pas obligées d'élaborer des PPAS. Elles peuvent le faire quand elles veulent apporter plus de précision que ce que le PRAS permet. Vous voyez à nouveau un petit extrait sur la droite. J'ai de la chance, il y a un PPAS qui couvre la place Quetelet, donc j'ai pu garder cet exemple-là pour vous montrer que à ce niveau-ci, le degré de détail est plus important. D'abord, le PPAS va localiser de manière un peu plus précise les diverses affectations que le PRAS autorise, mais il ne va pas s'arrêter là, il va aussi fixer des exigences en matière d'implantation des constructions, de matériaux, d'esthétique, de traitement des abords, etc. Donc c'est vraiment un outil qui non seulement répartit les fonctions, mais qui a aussi déjà, lui, une optique plus urbanistique, dans le sens où il va déterminer ce qu'on peut construire et comment on peut le construire dans le périmètre qu'il vise. À ce niveau de détail-là, heureusement, des dérogations sont possibles. Donc, si votre projet n'est pas tout à fait en ligne avec ce que le PPAS applicable prévoit, il sera possible de demander à déroger à la règle, sauf si le problème de compatibilité de votre projet avec le plan est lié aux affectations. Donc, si vous voulez faire du bureau dans une zone où le PPAS n'autorise pas le bureau, vous ne pourrez, en principe, il y a des exceptions, mais je ne vais pas pouvoir y entrer aujourd'hui, vous ne pourrez en principe pas obtenir votre permis parce qu'on ne déroge pas aux affectations dans un PPAS. On ne déroge pas non plus aux données essentielles du PPAS, nous dit le COBAT, mais il ne définit pas la notion de données essentielles, donc c'est du cas par cas. Il faut, dans chaque PPAS, voir si le PPAS s'est donné comme ça des lignes rouges, je vais appeler ça comme ça, qui sont ces objectifs principaux auxquels alors on ne pourrait pas déroger non plus. C'est très rare, la plupart des PPS ne prennent pas cette peine-là, et donc bien souvent, à part les affectations, on peut déroger à peu près toutes les dispositions du PPS. Ça sera souvent des questions soit de matériaux, parce que certains PPS imposent encore des châssis en bois, par exemple. Il y a des PPS qui sont plus vieux que le COBAT, qui ont 50 ans, 60 ans, donc parfois, certaines prescriptions sont un peu obsolètes sur le plan technique où on impose des toitures en pente, ce genre de choses, ou une hauteur de construction qui n'est plus up-to-date vu les standards constructifs actuels. Donc, à tout ça, on peut demander à déroger. Où trouver les PPS? La plupart des communes aujourd'hui ont fait le travail de mettre en ligne tous leurs plans, même les plus anciens, mais je n'oserais pas vous jurer qu'elles l'ont toutes fait aujourd'hui, en tout cas, les communes principales en matière de nombre de demandes de permis traitées par an, comme la ville de Bruxelles, Ixelles,
Uccle, Saint-Josse, ici sur mon exemple, toutes celles-là ont fait le travail. Une petite précision quand même en lien spécifiquement avec la réforme du COBAT. Le PPAS est un outil qui existe depuis les années 60 et la première loi encore nationale à l'époque sur l'urbanisme. Donc certains PPAS sont bien plus vieux que le COBAT. Le COBAT a maintenu l'outil et encore jusqu'à la dernière réforme, mais la dernière réforme a décidé de rendre ces plans-là plus souples. Jusqu'à maintenant, ils avaient un contenu obligatoire pour les communes qui devaient dans tous les cas fixer les gabarits des immeubles, l'aménagement des voiries, l'esthétique des constructions, etc. Depuis la réforme, les communes ont un peu carte blanche pour mettre dans chaque PPS ce qu'elles estiment nécessaire pour le quartier en question. Il y a parfois certains quartiers qui ont une esthétique intéressante, qui sont déjà urbanisés. C'est plus là qu'on va venir construire énormément de nouveaux immeubles, donc prévoir des exigences en termes d'implantation des constructions n'a peut-être plus beaucoup de sens. Par contre, des exigences en matière d'esthétique et de matériaux pour préserver l'unité qui existe déjà. Ça peut être intéressant. Avant la réforme, les communes n'utilisaient pas les PPAS pour faire ce genre de choses parce que l'outil était trop lourd et trop complet. Depuis la réforme, elles peuvent le faire, mais on n'a pas encore beaucoup de recul, donc on devra entendre encore un peu pour savoir si ça fonctionne et si cet objectif-là de la réforme a été rencontré. Je laisse les plans d'affectation du sol derrière moi pour arriver à l'échelon des règlements d'urbanisme. Donc, au niveau régional, il y a un règlement régional d'urbanisme qu'on appelle le RRU et quelques règlements régionaux d'urbanisme zonés qui, au contraire du RRU qui couvre tout le territoire bruxellois, concernent, eux, une zone spécifique, comme par exemple le quartier des Squares sur le territoire de la ville et de Scarbeck, si je ne dis pas de bêtises, où la région a adopté un règlement d'urbanisme spécifique. Donc là, on ne parle plus d'un plan d'affectation, il n'y a plus de carte en couleur avec des tâches qui vous disent ce qu'on peut faire à tel ou tel endroit. On parle vraiment d'un texte, d'un règlement dans lequel on va vous donner toute une série de contraintes en matière constructive, d'habitabilité. Vous voyez sur le slide les titres que contient l'actuel RRU, encore en vigueur aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les détails, simplement donc vous signaler que c'est aussi un outil qu'il faut absolument aller consulter avant d'introduire une demande de permis d'urbanisme, parce que le RRU s'applique à toutes, dans certaines mesures. Évidemment, toutes les prescriptions ne sont pas toujours applicables à toutes les demandes, mais il faut toujours avoir le réflexe d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui vous concerne. Ça n'est pas parce que votre bâtiment est un bâtiment existant que la demande de permis que vous introduisez sur ce bâtiment existant ne va pas être concernée par l'une ou l'autre des prescriptions du RRU. Donc, il faut aller le vérifier en ayant bien à l'esprit que là aussi, les dérogations sont possibles si vous n'arrivez pas à respecter les exigences du titre 2 sur les normes d'habitabilité en matière, pour prendre un exemple de superficie éclairante, il faut que en gros, les superficies de vitrage des fenêtres, pas des baies, vraiment le vitrage, et un rapport avec la superficie des pièces que ces vitrages permettent d'éclairer. Et si vous ne respectez pas ce rapport-là, il est possible de demander une dérogation en justifiant bien sûr pourquoi la dérogation est acceptable selon vous. Il est en ligne sur Internet, il est assez facile à trouver sur le site de la région et il n'y a pas eu de changement particulièrement notable concernant le RRU ou les RRUZ, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce niveau-là. Je vais m'attarder un tout petit peu plus longtemps sur
l'échelon du dessous. Donc, c'est comme pour les plans d'affectation du sol, il y a un niveau régional et un niveau communal. Pour les règlements d'urbanisme, c'est la même chose. Vous avez un RRU et potentiellement des RRUZ au niveau régional. Et au niveau communal, il y a aussi un règlement communal d'urbanisme qui couvre tout le territoire de la commune. Et il peut y avoir des règlements communaux d'urbanisme zonés. Je mets ça au présent, je ne devrais pas tout à fait parce que une des simplifications à mes yeux majeures de la réforme du COBAT, c'est d'avoir décidé que tous ces vieux règlements communaux d'urbanisme qui sont applicables depuis de longues décennies et qui sont presque tous obsolètes, tous ces règlements qui couvrent l'intégralité d'un territoire communal, je ne parle pas des règlements communaux zonés, mais donc les règlements de la bâtisse, comme on les appelle encore pour les plus vieux, de la ville de Bruxelles, pour tout le territoire de la ville, de la commune d'Uccle, pour toute la commune d'Uccle, etc. Tous ces règlements-là seront abrogés le jour où la commune aura enfin mis en vigueur le nouveau RRU sur lequel elle travaille depuis un long moment. La logique est assez simple à comprendre. Pourquoi s'encombrer encore aujourd'hui avec 19 règlements communaux d'urbanisme, chacun applicable sur un territoire communal, quand de toute façon, au-dessus de ces règlements-là, il y a le règlement régional d'urbanisme qui porte sur les mêmes matières, qui a prévu des règles donc harmonisées à l'échelle de la région. Pourquoi avoir encore là une couche au niveau communal, que les communes adoptent des règlements zonés pour un quartier bien spécifique, ou qu'elles élaborent des règlements spécifiques pour une problématique spécifique que le RRU n'aborde pas. Ça, ok, ça reste logique et pertinent, mais avoir un règlement général applicable à tout leur territoire, la région a considéré que c'était une source de complexité inutile et qu'il valait mieux s'en priver. Mais cet échelon-là ne disparaîtra des tablettes que le jour où le nouveau RRU sera adopté, ce qui n'est pas encore le cas. Petite question, je ne sais pas si vous arriverez à, ou si moi j'arriverai à voir vos réponses si vous me les donnez, mais avez-vous une idée de l'année d'adoption du plus vieux des règlements communaux d'urbanisme encore en vigueur à Bruxelles, pour vous donner une idée de l'obsolescence de la chose? C'est le règlement communal d'urbanisme de Watermal-Boisfort, dont voici la première et la dernière page. Et je suis très fier de mon animation PowerPoint. Vous voyez, il date de 1902. Donc à Watermal-Boisfort, on doit encore aujourd'hui appliquer un règlement communal d'urbanisme qui a plus d'un siècle. Vous comprendrez qu'il était temps de faire sauter cette chose-là. C'est prévu, mais ce n'est pas encore pour tout de suite, puisqu'on attend pour ça le nouveau RRU. Une dernière précision dans mes repères introductifs, la plus importante, en tout cas en relation avec la réforme du code, c'est que la réforme a eu pour conséquence que dans ce paysage des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, eh bien, il y a un petit nouveau dont on entend pas mal parler si vous suivez l'actualité pour le moment, ce sont les PADS, donc les plans d'aménagement directeur. On parle là d'un plan adopté par le gouvernement régional, comme le PRAS, mais on ne parle pas d'un plan qui a pour ambition de viser tout le territoire régional, c'est plutôt l'autre extrême du raisonnement. C'est un plan qui va pour un quartier, une zone que le gouvernement estime stratégique au niveau régional. Donc ce plan va pour ce quartier, pour cette zone, déterminer les grands principes d'aménagement. Là encore, il n'y a pas de définition dans le COBAT. Qu'est-ce que c'est que ces grands principes d'aménagement? Ça a été laissé flou de manière volontaire pour que ça puisse être taillé sur mesure pour chacun des quartiers concernés. Ce sont des plans qui sont adoptés par le gouvernement régional comme le PRAS et qui ont donc un point commun avec le PRAS, c'est la dernière ligne du slide, c'est qu'il ne sera, quand ils seront adoptés, puisqu'il n'y en a pas encore, il ne sera pas possible de déroger
aux prescriptions réglementaires de ces plans. Donc là, attention à ce que je viens de dire, il y a une subtilité de juriste là-dedans. Je dis bien aux dispositions réglementaires. Pourquoi? Parce que le principe, c'est que ces plans sont des plans à valeur indicative. Donc, ce sont, si vous voulez, les grandes orientations que se donne le gouvernement régional pour les zones en question. Mais ce sont des lignes de conduite. C'est vers ça qu'on veut tendre. Et donc, comme le plan régional de développement, comme les plans communaux de développement, ce ne sont pas des plans qui sont contraignants pour les demandeurs de permis. On peut toujours décider autre chose que ce qu'il y a dans ces plans à valeur indicative, pour autant qu'on s'explique sur le pourquoi de cette autre chose finalement. Mais, et c'est le seul plan qui a cette particularité-là, à cette valeur indicative de principe, on peut adjoindre un volet réglementaire en disant, voilà, je suis le gouvernement, j'ai tracé les lignes générales indicatives, mais dans ces lignes générales, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres et dont je vais faire des lignes rouges. Des choses que tout le monde va devoir respecter, que les demandeurs de permis vont devoir respecter. Et ces lignes rouges, il ne sera pas possible d'y déroger. Donc, si vous avez un projet dans un des périmètres concernés par les projets de PAD qui sont en cours d'élaboration, que je vais vous montrer juste après, soyez très attentifs au processus qui est en cours pour le moment d'élaboration du PAD et lisez bien ce que prévoit le volet réglementaire du PAD qui vous concerne, parce que si ce que vous voulez faire n'est pas conforme à ce que le gouvernement envisage de mettre dans le volet réglementaire de son PAD, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très important d'avoir l'œil attentif à ce qui se passe pour le moment et qui se passe où? Mais qui se passe dans les 13 zones dans lesquelles pour le moment un PAD est en cours d'élaboration. En fait, je me rends compte que ce que je vous dis là n'est déjà plus tout à fait à jour, puisqu'entre le moment où j'ai terminé mon PowerPoint et aujourd'hui, il se fait que le PAD caserne, donc celui qui est sur l'image de gauche, colonne de droite tout en bas, le PAD caserne est le premier à avoir enfin terminé son long parcours d'élaboration. Il a commencé il y a 2 ans et demi, je pense. Et on vient d'apprendre que le gouvernement l'avait enfin approuvé définitivement. Donc, c'est le premier, mais c'est a priori le seul dont je suis à peu près certain qu'il ne vous concerne pas, puisque ça concerne qu'un îlot bien spécifique, avec un projet bien spécifique et pas une multitude de propriétaires. Mais donc voilà, je n'irai pas plus loin pour le PAD parce que je vois que le temps passe déjà à une vitesse hallucinante et que je traîne trop sur mes principes fondamentaux. Retenez juste qu'il y a donc depuis la réforme un petit nouveau dans le paysage planologique et urbanistique bruxellois, c'est le plan d'aménagement directeur et qu'on va encore en entendre beaucoup parler dans les mois et les années qui viennent. Les permis, alors encore un principe de base à bien avoir en tête quand on parle de permis, et je parle ici donc de permis d'urbanisme et de permis de lotir, mais dont je n'aurai pas le temps de parler vraiment aujourd'hui, donc permis d'urbanisme. Qui délivre les permis? Eh bien, le principe n'a pas changé depuis cette fameuse loi nationale de 1962. L'autorité de principe, de base, c'est toujours le Collège des bourgmestres et échevins. Il faut que la législation prévoie une exception à ce principe pour que on tombe sur l'une des deux autres autorités compétentes, et les deux autres, c'est donc le fonctionnaire délégué, un fonctionnaire régional compétent dans une série de cas limités dont je n'ai gardé ici que ceux qui me paraissaient les plus importants pour l'exposé du jour. Donc si votre immeuble est classé, même en partie, eh bien, c'est le fonctionnaire délégué qui sera compétent, même si c'est juste pour remplacer les châssis. Si vous demandez un permis de lotir parce que vous voulez diviser votre terrain, c'est plus compliqué que ça, il y a des conditions plus complètes que ça, mais en gros, l'idée, c'est ça. Et alors, et ça, c'est un cas nouveau lié à la réforme, si le Collège de bourgmestres et échevins, qui est donc notre autorité de principe, ne respecte pas son délai de décision, dont on verra combien il est un peu plus tard, automatiquement,
votre dossier de demande de permis d'urbanisme montera chez le fonctionnaire délégué qui deviendra compétent sans que ni vous ni la commune n'aient quoi que ce soit à faire. C'est un des effets principaux de la réforme. Les délais sont devenus contraignants et donc si la commune ne respecte pas son délai, le dossier lui échappe et monte chez le fonctionnaire délégué. La troisième autorité compétente, c'est le gouvernement, qui n'est compétent que sur recours quand celui qui a reçu ou pas son permis ou les voisins de celui qui a reçu ou pas son permis ne sont pas satisfaits. Non, je vais trop vite, les voisins n'ont pas accès au gouvernement, donc c'est juste le demandeur de permis qui peut saisir le gouvernement s'il n'est pas satisfait de la décision, ou la commune qui peut saisir le gouvernement si elle n'est pas satisfaite de la décision prise par le fonctionnaire délégué. Je m'en tiendrai là pour le gouvernement, histoire de ne pas perdre trop de temps. Vous voulez demander un permis d'urbanisme, la première chose à vous demander, c'est évidemment ce que vous devez mettre dans votre dossier. Ce n'est pas le COBAT qui répond à la question, c'est un de ces arrêtés d'exécution qui fixe la composition du dossier et qui le fait en fonction de la nature de vos travaux. Est-ce que ce sont des travaux simplement d'aménagement extérieur? Est-ce que ce sont des travaux de voirie? Est-ce que ce sont des travaux liés simplement à l'abattage d'un arbre, etc., etc. Il y a une série d'hypothèses qui sont listées, donc pas dans le code, mais dans un de ces arrêtés d'exécution. Une nouveauté issue de la réforme, par contre, en la matière, c'est l'obligation, dans certains cas, de joindre à votre demande une version numérique de votre dossier. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tous les projets qui nécessitent l'intervention d'un architecte, aujourd'hui, ont cette obligation-là. Donc, c'est fini, les demandes uniquement introduites sur papier. On n'en est pas encore aux demandes qui ne peuvent être introduites que numériquement. Ça, ce sera pendant quelques années, si tout va bien. Mais on avance tout doucement dans cette voie-là, en imposant donc que vous déposiez une version informatique de votre dossier, en partant du principe qu'il n'y a plus beaucoup d'architectes qui travaillent avec de l'encre et du papier et une planche à dessin. Tous ces professionnels-là travaillent avec des outils informatiques, donc ils ont ces documents-là. Ce n'est pas une contrainte majeure que de leur demander de les enregistrer sur une clé USB, un CD-ROM ou sur une plateforme à laquelle on pourra avoir accès. Et ça facilite les choses au stade de l'enquête publique, quand il doit y en avoir une, puisque, on va le voir un peu plus loin, il faut mettre à disposition du public les documents en ligne désormais. Je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe très très vite. Vous avez composé votre dossier. À qui allez-vous aller le déposer? Là, le principe est simple, vous allez le déposer auprès de l'autorité qui est compétente pour décider de vous accorder ou pas le permis. Donc, dans bien des cas, pour des projets particuliers, ce sera la commune, et si ce n'est pas la commune, ce sera le fonctionnaire délégué. Ce sont les deux seules voies possibles. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez déposé votre dossier? Eh bien, l'autorité chez qui vous l'avez déposé va disposer d'un délai de 45 jours pour vérifier si votre dossier est complet. Elle a donc 45 jours pour vous écrire en vous disant « Ok, tout est en ordre, on peut commencer l'instruction de la demande » ou, et malheureusement c'est souvent comme ça n'est pas OK, il manque des documents ou il manque des informations dans vos documents, donc merci de me transmettre tel élément dont j'ai besoin pour traiter votre dossier. Nouveauté de la réforme, si vous ne répondez pas dans les 6 mois de cette demande de complément, votre dossier sera caduc et partira automatiquement, pas à la poubelle, mais aux archives en tout cas. Si vous déposez vos compléments, il y aura un nouveau délai de 45 jours qui couvrira pour déclarer votre dossier complet. Et une fois que votre dossier est complet, alors on peut entamer son examen proprement dit, et ça commence Et ça commence tout de suite. Donc, au moment où on vous écrit pour vous dire que votre dossier est complet, la commune ou le fonctionnaire délégué doit aussi déjà écrire aux administrations ou aux instances dont elle sollicite l'avis. Donc, pas celle qui siège à la commission de concertation, dont on va dire un mot après, mais si elle veut interroger l'ASTIB, Bruxelles Mobilité, Sibelga,
une ASBL qui s'occupe d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour savoir si votre projet respecte bien les exigences en la matière, etc. Eh bien, elle doit le faire immédiatement dès le moment où elle constate que votre dossier est complet. Dans le même temps, elle va aussi, si elle est nécessaire, organiser l'enquête publique. Là, je vais aussi essayer d'aller le plus vite possible. Il n'y a pas énormément de choses qui a été révolutionnées par la réforme. On a simplement officialisé la possibilité pour les riverains qui veulent faire valoir leurs observations pendant une enquête publique, eh bien de le faire en envoyant un email. C'est plus nécessaire d'écrire et d'envoyer ça par la poste. Tout le monde l'acceptait déjà. Cette fois, c'est officiel. La durée de l'enquête publique est toujours de 15 jours en principe. Il y a des hypothèses à 30 jours, mais rares, en tout cas pour des demandes de particuliers. Les affiches rouges que tout le monde connaît, qui fleurissent sur les trottoirs avant une enquête publique, doivent être mises en place au plus tard le 3e jour avant le début de l'enquête publique. Et enfin, une vraie nouveauté, c'est le fait que c'est vous, demandeurs de permis, qui avez la charge de charger sur une plateforme qui a été réalisée par la région, de charger donc l'exemplaire numérique de votre dossier, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure. Ça, c'est une nouveauté. Donc, en gros, tout ce qui est numérisation et informatisation, c'est nouveau et ça vient de la dernière réforme en date. L'enquête publique s'est déroulée. Tous vos voisins ont pu dire le mal qu'ils pensaient de votre projet, puisqu'évidemment, ils ne trouvent jamais ça bien. Et tout ce beau monde va se retrouver devant la commission de concertation qui va entendre les points de vue avant de rendre un avis. Cette commission a vu par la réforme sa composition resserrée. Ne siègent plus devant vous en commission de concertation que les administrations qui ont un pouvoir décisionnel quelconque dans les processus d'autorisation. Donc, la commune dont le territoire est concerné par la demande, ou les communes, si vous êtes juste à la limite entre 2 communes et que la voisine est concernée aussi. Bruxelles Environnement et les 2 parties de Bruxelles, de Urban Brussels, à savoir la direction d'urbanisme et la direction du patrimoine culturel, comme on l'appelle maintenant. C'est le nouveau nom de la direction des monuments et sites. Ces gens-là, après l'enquête publique, après la clôture de l'enquête publique, pour être précis, ont 45 jours pour rendre un avis sur votre dossier. Le reste, c'est un peu du détail, donc encore une fois, vu que j'ai déjà presque mangé tout mon temps, je vais passer. Vous avez déposé votre demande, l'enquête publique a été organisée, vous avez entendu ce que les voisins en pensent, vous avez lu l'avis de la commission de concertation qui vous dit que c'est pas mal, mais qu'il faudrait peut-être quand même adapter certaines choses. Est-ce que on va pouvoir faire ça en cours de procédure, modifier votre projet? La réponse est oui. On pouvait déjà le faire, on peut toujours le faire. Ça a été cadré un petit peu plus par la réforme. Donc, depuis la réforme, vous pouvez officiellement écrire à l'autorité pour lui dire « S'il vous plaît, mettez ma demande sur pause, le temps que je réfléchisse à tout ce que j'ai lu, à toutes les critiques qu'on a formulées à l'égard de mon projet et que je vois comment je peux l'adapter pour qu'il soit plus acceptable, qu'il réponde mieux aux critiques qui ont été émises. » Ça n'existait pas, ça se faisait, certaines communes le pratiquaient, mais ça n'existait pas dans la procédure et donc ça n'interrompait pas le délai pour délivrer le permis. La réforme a changé ça en officialisant cette possibilité, en gros, d'appuyer sur pause pendant, à nouveau, un délai de 6 mois maximum. Si 6 mois après avoir demandé la mise sur pause, vous n'avez pas envoyé de modification à votre projet, votre demande sera caduque. Vous avez déposé vos modifications, même processus qu'au départ, il y aura un délai ramené à 30 jours cette fois, pour vérifier que votre dossier est toujours bien complet. Alors, il était complet la première fois, forcément, il est toujours complet dans le sens où tous les documents y sont toujours, mais puisque vous avez changé certaines choses, peut-être bien qu'il manque certaines informations pour bien comprendre les implications de vos modifications. Donc, c'est ça qui fait que ça a un sens de redélivrer un accusé de réception de dossier modifié complet. Et donc, si vos modifications
sont substantielles, l'autorité délivrante décidera si il est nécessaire, enfin si elles sont substantielles, il sera nécessaire de recommencer une partie des actes d'instruction qui avaient déjà été effectués. Donc certainement l'enquête publique et la commission de concertation. À ce moment-là, c'est plus juste que le compteur pour délivrer votre permis aura été mis sur pause. On va remettre le chronomètre à zéro, puisqu'il faut recommencer l'enquête publique, il faut recommencer toute une série de choses. Vous aurez un nouveau délai qui va commencer à courir. Alors que si les modifications sont accessoires, qu'elles répondent aux objections qui ont été émises, c'est simplement le délai que vous aviez mis sur pause qui repart à l'endroit où il s'était arrêté au moment où vous avez demandé à ce qu'on l'interrompe. Les délais, justement, je ne vais pas tous vous les citer, on va se concentrer sur la colonne de gauche. Pour les délais délivrés par le Collège des bourgmestres et échevins, vous avez 3 délais à avoir en tête, 75, 90 et 160 jours. Ce sont des jours calendriers, pas des jours ouvrables. Et donc, pour un dossier simple dans lequel la commune ne doit pas demander l'avis du fonctionnaire délégué, elle ne doit pas organiser de mesures particulières de publicité, donc enquête publique, commission de concertation, le délai que la commune a pour délivrer votre permis ou pour refuser votre permis, c'est 75 jours calendriers à dater de l'accusé de réception de dossier complet qu'elle vous a envoyé. S'il vous faut soit l'avis du fonctionnaire délégué, soit les mesures particulières de publicité, ce délai-là passe à 90 jours. Et s'il vous faut les deux, le délai passe à 160. Alors, pas de panique, il n'est pas dans ces cas-là nécessaire d'utiliser ces 160 jours-là. Ce délai est un délai maximum. Il est beaucoup trop long. Il y a moyen de faire ça plus vite que ça. Mais il a été choisi, ce délai-là, parce qu'il existait déjà dans l'ordonnance relative au permis d'environnement. Et dans le but, encore une fois, d'essayer de simplifier la compréhension des procédures, plutôt que de multiplier toute une série de délais différents, il a été choisi là de se caler sur un délai qui existait déjà, histoire que ce soit facile à retenir. Il n'y a rien d'autre à chercher comme explication derrière ce 160 jours. Dernière précision sur ce slide-là, que se passe-t-il si la commune dépasse le délai qui lui était imparti? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Eh bien, le dossier va automatiquement passer entre les mains du fonctionnaire délégué qui aura, là je passe quand même dans ma colonne de droite, 45 jours, toujours des jours calendriers, pour prendre une décision à la place de la commune. Il y a des cas de prolongation du délai, mais je vais passer parce qu'il est déjà trop tard. Il y a un cas de redémarrage du délai dont j'ai déjà dit un mot, donc je vais le passer aussi. J'avais fait un slide sur les délais de délivrance en cas de recours au gouvernement que je vais vous épargner aussi, histoire de pouvoir arriver quand même à des choses plus concrètes et peut-être moins importantes mais plus concrètes. L'information du public, ça, c'est une nouveauté de la réforme. Donc, avant la réforme qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019, donc, il n'y avait dans le COBAT qu'une seule information à donner au public, c'était le démarrage des travaux, au plus tard 8 jours avant de commencer. Mais il n'y avait pas d'obligation d'informer au moment de l'adoption de la décision de délivrance du permis. Le Code a changé ça en imposant à l'autorité délivrante d'informer le public et de mettre la décision à disposition du public. Il y a un arrêté d'exécution qui a donc précisé les détails de mise en œuvre de cette obligation. Et un des éléments essentiels de cette mise en œuvre, c'était l'obligation pour la commune d'aller afficher sur place un panneau avec un avis disant qu'à telle date, pour telle adresse, le permis portant telle référence et portant sur tel projet avait été délivré. Les communes, je ne sais pas comment, ont visiblement réussi à profiter du premier confinement pour faire déplacer cette obligation qui les embêtait fort, parce que ça mobilise pour certaines communes pas mal de personnel, visiblement, de devoir aller mettre des panneaux comme ça devant chaque immeuble concerné par un permis délivré.
Et donc, il y a eu un arrêté adopté dans le courant du mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, qui a déplacé cette obligation-là sur la tête des demandeurs, enfin des bénéficiaires de permis. Donc, c'est plus la commune qui doit mettre un panneau devant chez vous disant qu'on vient de vous délivrer un permis pour isoler votre façade avant et en changer le matériau. C'est vous qui devez vous en occuper. Et vous devez toujours aussi respecter l'obligation qui existait déjà avant d'afficher au moins 8 jours avant de commencer vos travaux un avis annonçant le démarrage des travaux. Précision encore importante avant de passer aux infractions. Est-ce que dès le moment où vous avez reçu votre permis, vous pouvez commencer les travaux tout de suite? La réponse est non. Si c'est un permis communal qui vous a été délivré, vous devrez attendre 20 jours parce que pendant 20 jours à dater de la notification de votre permis, le fonctionnaire délégué qui lui aussi a reçu une notification de ce permis va pouvoir vérifier si la procédure s'est déroulée de manière régulière. Et si elle ne l'est pas, s'il y a eu un problème de procédure, il pourra suspendre le permis, le transmettre au gouvernement qui aura le pouvoir de l'annuler. Ça n'arrive jamais ou quasiment jamais. En 16 ans de carrière, j'ai vu ça une fois et ce n'était pas pour un projet particulier, vous vous en doutez. Mais toujours est-il que l'effet, lui, est général pour toutes les demandes. Donc, vous ne pouvez jamais entamer vos travaux avant d'avoir attendu que ce délai de 20 jours soit écoulé. Pendant ce temps-là, votre permis n'est pas exécutoire. Si le permis vous a été délivré par le fonctionnaire délégué, là, c'est 30 jours qu'il vous faudra attendre parce que pendant ce délai-là, la commune pourrait éventuellement introduire un recours devant le gouvernement. En matière de péremption du permis, une précision encore, donc vous avez un certain délai pour mettre en œuvre votre permis. Personne ne vous demande de commencer dès que le délai d'attente est dépassé. Ce délai aujourd'hui est fixé à 3 ans. Et si après 3 ans, vous n'avez toujours pas entamé de manière sérieuse vos travaux, votre permis sera périmé. Attention, le simple fait d'avoir démarré les travaux ne suffit pas à régler ce problème de péremption. Si vous démarrez mais que vous arrêtez ensuite les travaux pendant plus d'1 an, votre permis sera périmé également. Je vous fais grâce de la précision qui se trouve là pour pouvoir passer ensuite aux nouveautés en matière d'infraction. Donc là, il y a une chose nouvelle importante à retenir, c'est que la réforme a entendu essayer de, comment je vais dire, simplifier la vie des acquéreurs de bonne foi de bâtiments affectés d'infraction. Typiquement, vous achetez une maison avec une véranda et on se rend compte que la véranda n'a jamais fait l'objet du permis d'urbanisme requis. Celui qui avait construit la véranda à l'époque était en infraction, mais vous qui êtes le nouveau propriétaire l'êtes aussi, dès lors qu'il y a une autre infraction que le fait de faire des travaux sans permis, c'est le fait de maintenir des travaux infractionnels. Et cette infraction-là, elle est continue, c'est-à-dire que vous la commettez tous les jours. Et comme elle est continue, elle est imprescriptible. Ça ne s'arrête jamais. Donc celui qui a fait les travaux sans permis, une fois que ces travaux sont finis, il y a un délai de prescription de 5 ans qui court, et après 5 ans, on ne peut plus le poursuivre pénalement, puisque tout ça, ce sont des infractions pénales. Mais vous, qui n'avez pas fait les travaux, qui avez simplement acheté le bien en question, qui en êtes donc désormais le plein propriétaire, et vous qui commettez cette infraction de maintien de la première infraction, vous la commettez tous les jours, et donc il n'y aura jamais de délai de prescription. C'est ça que la réforme a voulu changer pour les acquéreurs de bonne foi, en tout cas, en disant que dès le moment où on a porté à votre connaissance l'existence de cette infraction, en vous notifiant un procès verbal, si 10 ans après, la situation est toujours en l'état, ce qui en gros veut dire que l'administration n'a pas vraiment jugé votre dossier prioritaire et a laissé les choses pourrir sur pied, eh bien, 10 ans après l'envoi de ce PV-là, l'infraction pénale ne pourra plus vous être reprochée. Donc, l'infraction pénale est prescrite. Attention, ça ne veut pas dire que la situation administrative du bien, elle, est régularisée. On ne peut plus vous poursuivre vous, on ne peut plus vous sanctionner vous, mais administrativement, il y a toujours un problème et donc il est toujours nécessaire de faire régulariser la situation. Simplement, on ne peut plus utiliser l'arme du droit pénal pour vous y contraindre
par la menace. Deuxième précision en matière d'infraction pénale, on a dans la réforme simplifié la vie de certains contrevenants. Donc, il y a désormais une procédure de régularisation dite automatique dans la mesure où, dès le moment que vous remplissez les conditions qui sont listées sur le slide, vous avez le droit au permis de régularisation. L'autorité ne peut pas vous le refuser. Donc, ça doit concerner des travaux réalisés avant le 1er janvier 2000, donc des choses qui sont déjà là depuis très, très longtemps maintenant. Ça doit être des travaux qui ne nécessitaient pas d'évaluation des incidences, parce que ça, ce sont les exigences européennes qui font qu'on ne peut pas passer à côté des exigences en matière d'évaluation des incidences. Ça ne doit pas avoir fait l'objet d'un avis négatif des pompiers, parce que ça, c'est quand même un peu délicat. Et alors, au niveau de la conformité à la réglementation en vigueur, là, le législateur bruxellois a fait une fleur aux contrevenants. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vos travaux étaient conformes à la réglementation à l'époque où vous les avez faits, et donc, en gros, tout ce qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir demandé d'autorisation, mais si vous l'aviez demandé à l'époque, on aurait constaté que vous étiez conforme à tout ce qui vous était applicable. Soit, à l'époque, il y avait peut-être des irrégularités, des contrariétés à la réglementation, mais aujourd'hui, la réglementation actuelle est conforme à votre situation. Donc, c'est soit à l'époque de la réalisation des travaux, soit au moment où vous demandez la régularisation, qu'il faut pouvoir démontrer que la réglementation est respectée dans toutes ses dispositions. Si vous remplissez ces conditions-là, la commune, parce que ce sera 99 fois sur 100 la commune qui sera compétente, a 45 jours pour vous délivrer le permis, et elle n'a pas d'autre choix que de vous le délivrer. Je vois que j'ai déjà dépassé d'une dizaine de minutes, donc sur le dernier point que je voulais aborder avec vous, je vais aussi être très rapide. Les renseignements urbanistiques sont une espèce de caillou dans la chaussure du législateur qui revient l'embêter à intervalles réguliers parce que les communes ont beaucoup de mal à délivrer les renseignements urbanistiques dans les délais. Il n'y a pas eu de changement révolutionnaire dans la réforme, simplement vous dire que le principe des petits et des grands renseignements urbanistiques a été maintenu. Les petits renseignements urbanistiques, c'est simple, c'est simplement qu'est-ce qui s'applique au bien pour lequel je viens vous les demander. Donc ça peut être demandé par n'importe qui, c'est demandé à la commune parce que c'est toujours elle qui délivre les renseignements urbanistiques. Et la commune vous dit simplement ce qu'il y a comme plan d'affectation du sol, comme règlement d'urbanisme, comme éventuel périmètre d'expropriation ou contraintes patrimoniales qui s'appliquent. Donc, c'est vraiment une espèce de photographie des contraintes juridiques qui sont applicables à votre immeuble. On peut se poser la question de savoir si ça a encore du sens, ces petits renseignements urbanistiques, dès lors que tous ces renseignements sont accessibles très facilement sur un site qui est très bien fait, qui s'appelle Brugis. Vous tapez ça dans Google, vous le trouverez facilement. Donc, vous pouvez faire le travail de la commune à sa place plus vite que le délai de 30 jours dont elle dispose via cet outil-là. Donc, est-ce que ça a encore un sens de le maintenir? En tout cas, ça existe toujours. Ce ne sont pas ces renseignements urbanistiques-là qui sont intéressants, ce sont les grands, enfin plutôt qui sont importants, ce sont les grands renseignements urbanistiques qui sont ceux que vous avez l'obligation de demander quand vous mettez votre bien en vente ou quand vous le louez pour plus de 9 ans, quand vous constituez un droit d'amphithéose ou de superficie, etc. Il y a une série d'autres hypothèses. Je me concentre sur celle de la vente parce que c'est la plus simple et la plus fréquente, bien sûr. Donc ça, c'est une obligation. Et c'est une obligation pourquoi? Parce que ça vise à informer l'acquéreur de l'immeuble non seulement du paysage juridique applicable, hein, les petits renseignements urbanistiques, mais aussi de la situation particulière du bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les grands renseignements qu'il n'y a pas dans les petits? C'est la liste des principaux permis qui ont été octroyés ou refusés pour le bien, et aussi les éventuels constats d'infraction urbanistique qui auraient été dressés pour le bien. Donc,
les permis pertinents octroyés ou refusés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a eu un permis pour abattre un arbre dans le fond du jardin ou pour remplacer la porte du garage, ça, c'est pas forcément pertinent. Si par contre, et ça c'est une hypothèse fréquente qui pose problème, on est face à une maison de maître qui a été divisée en 3 appartements, ça c'est une information pertinente, savoir qu'il y a bien eu une autorisation pour diviser le logement en plusieurs unités. Ces grands renseignements sont une obligation. Ça doit au plus tard avoir été fourni à l'acquéreur au moment de la signature de l'acte authentique. Pour bien faire, ça doit l'avoir été avant. Mais il n'y aura pas moyen de passer l'acte authentique si vous n'avez pas les renseignements urbanistiques. Et c'est pour ça que je parlais de cailloux dans la chaussure du législateur, parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont, enfin beaucoup, non, il y a quelques communes qui ont de manière récurrente beaucoup de mal à tenir le délai de 30 jours et qui donc parfois mettent les nerfs des vendeurs, acheteurs et notaires à rude épreuve, puisque vous ne trouverez jamais un notaire qui acceptera de passer quand même l'acte authentique sans les renseignements urbanistiques, et encore moins depuis la réforme, puisque depuis la réforme, il a été clairement prévu que le notaire qui fait ça commet une infraction pénale. Donc, les notaires n'étant pas des plus courageux face à ce genre de menaces, les renseignements urbanistiques sont vraiment un point de non-retour pour la signature de l'acte si vous ne l'avez pas. Pas beaucoup de changements à ce niveau-là dans la réforme, et j'en arrive, je vous rassure, à mon dernier slide. Il y a quand même un changement important à ce niveau-ci dans la réforme, c'est que pour faciliter la vie des communes, justement, qui se plaignent parfois d'avoir du mal à délivrer les renseignements urbanistiques, tout simplement parce qu'elles n'ont pas une connaissance détaillée de la situation de chacun des biens qui se trouvent sur leur territoire, eh bien pour leur faciliter la vie, on exige désormais du demandeur de renseignements urbanistiques, qu'il soit le premier à dévoiler ses cartes, j'ai envie de dire, en fournissant à la commune un descriptif sommaire du bien pour lequel il demande les renseignements. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est aussi simple que ça en a l'air, ou ça devrait être aussi simple que ça en a l'air. C'est simplement une description du bien avec, si la description n'est pas suffisante à elle seule, un croquis de la situation. Je reprends ma maison de maître divisée en 3 appartements. Eh bien, la description littérale sera très exactement ça. Donc, c'est la maison de maître située au numéro X de la rue Machin, dans laquelle se trouvent 3 appartements, un studio et 2 appartements, 2 chambres. Et vous joignez à ça, pas forcément un plan d'architecte. J'ai entendu l'ordre des notaires faire montre de pas mal de mauvaise foi en disant que c'était scandaleux de mettre des obligations pareilles sur le dos des demandeurs, que ça allait leur coûter des sous parce qu'ils allaient devoir faire appel à un architecte. C'est faux. Vous pouvez parfaitement dresser vous-même un croquis qui ne doit pas forcément être impeccablement mis à l'échelle. Essayez quand même de faire ça proprement. Mais le but, c'est simplement de donner à la commune une idée de la situation du bien en question. C'est pas d'avoir tous les détails au centimètre près sur la manière dont tout ça a été construit. Vous voyez les informations minimum qui sont requises par l'arrêté d'exécution du COBAT sur ce plan-là. Je ne vais pas vous en faire la lecture puisque j'ai déjà parlé trop longtemps. Mais donc retenez bien que depuis la réforme, il ne suffit pas de demander à la commune de vous donner les renseignements, vous devez, vous, le premier, lui en donner, qui sont des choses assez basiques et assez sommaires. Mais sans ça, sans descriptif sommaire, votre demande de renseignement n'est pas complète. Et si elle n'est pas complète, la commune ne vous délivre pas les grands renseignements urbanistiques. Et sans les grands renseignements urbanistiques, vous ne pourrez pas passer votre acte authentique devant le notaire. Donc, c'est très important d'avoir à l'esprit l'existence de ce descriptif sommaire. Voilà, je suis arrivé au bout. Mes excuses pour la vitesse à laquelle je me suis exprimé. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous avez encore du courage. Merci beaucoup, Monsieur Demuc. Là, on a dépassé les délais. Oui, je suis désolé. J'espère qu'on a encore... Ah bon, nous avons encore 130 connectés. Nous allons passer aux questions. Alors, par contre,
j'ai bien peur que l'interprète ne puisse pas rester avec nous jusqu'au bout. Donc, pour notre public flamand, vraiment désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Parce que là, on Vous a pas pouvez mal. Ah, poser les questions en néerlandais, il n'y a pas de problème, mais oui. je répondrai en français histoire de ne pas être trop imprécis. Voilà, donc, mais notre interprète va nous quitter d'ici peu. Alors, nous avons pas mal de questions. On accorde peut-être une dizaine, quinzaine de minutes questions-réponses. Ça vous va, ça? À moi, très bien, oui, oui. Ok. Alors, je vais... Ah oui, pour les personnes qui doivent nous quitter maintenant, sachez que les slides et les vidéos seront disponibles sur notre site à la fin du cycle. Donc, voilà. Donc, vous pouvez partir la tête tranquille. Tout ça sera disponible sur notre site. Alors, je vais partager le petit Word. Voilà. Et oui, n'hésitez pas, bien sûr, à répondre à notre enquête de satisfaction. Alors, est-ce que vous voyez le Word? Oui. Voilà, ça, c'est les quelques questions que j'ai notées. Donc, la première est, alors, pourquoi le COBAT n'est-il pas mis à jour sur Justel, sans préciser le degré de mise à jour ni la date d'exécution? Alors, sauf erreur, c'est à jour. Donc, attention au piège. Donc, la réforme dont j'ai parlé à plusieurs occasions dans ma présentation est entrée en vigueur le 1er septembre 2019, donc après la date ici du 16 mai qui est mentionnée. Je suppose que c'est ça qui suscite la question. Mais la date à laquelle elle est entrée en vigueur n'est pas la même que celle à laquelle elle a été adoptée, évidemment. Donc, la réforme a été adoptée le 30 novembre 2017 et c'est avec cette date-là que vous allez la trouver sur Justel. Elle n'entre en vigueur que plus tard, le temps que tout le monde puisse se préparer. Et là, il fallait encore faire un gros travail d'adoption d'arrêté d'exécution. C'est ça qui explique le long délai entre novembre 2017 et le 1er septembre 2019. Mais donc, à ma meilleure connaissance, pas de panique. Sur Justel, le COBAT est à jour. Simplement, voilà, il ne faut pas se tromper dans les dates. Et si vous avez un doute, vous pouvez aussi aller sur le site donc, de l'administration régionale de l'urbanisme qui a fait une version à jour du code qui est très précieuse parce que on y voit bien plus clairement que sur Justel ce qui a changé en couleur avec des textes barrés. Moi, c'est avec celle-là que je travaille. En tout cas, c'est pas avec celle de Justel. C'est la version coordonnée qui se trouve sur le site de l'administration régionale. Très bien. Alors, question 2. Dans quel cas doit-on demander l'avis du fonctionnaire délégué? Alors là, le principe est simple. Donc, ça ne concerne évidemment que les demandes qui sont de la compétence communale et elles sont en principe toutes soumises à l'avis du fonctionnaire délégué, sauf s'il y a un PPS qui est en vigueur, ou un permis de lotir qui est en vigueur sur le territoire où se trouve votre bien. Donc dans ce cas-là, le fait qu'il y a un PPS dispense d'avis du fonctionnaire délégué. Attention, si vous dérogez, si vous demandez à déroger au PPS, alors le fonctionnaire délégué va intervenir quand même, mais pas pour rendre un avis dont la commune fait après ce qu'elle veut. Il interviendra pour accorder les dérogations. Ça, c'est une bizarrerie de la mécanique bruxelloise, c'est que même si la dérogation que vous demandez concerne un outil communal, comme un PPS ou un règlement communal d'urbanisme, c'est quand même le fonctionnaire délégué régional qui est compétent pour vous accorder la dérogation. Donc, pour faire simple, retenez que le principe, c'est que le fonctionnaire délégué interviendra. Il n'y aura d'exception au principe que s'il y a un outil comme un PPS ou un permis de lotir qui est applicable et que vous n'y dérogez pas. Ok. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un permis d'urbanisme de régularisation est refusé? Vous êtes dans les problèmes puisque donc, on a donc refusé de considérer que la situation n'est plus infractionnelle, donc elle est toujours infractionnelle. Et donc, non seulement votre bien administrativement n'est pas en règle, mais vous, pénalement, êtes l'auteur d'une infraction
pour laquelle on peut donc vous poursuivre devant le tribunal. Donc ça fait peur aux gens, mais c'est rarissime. Le parquet a des choses malheureusement plus importantes à faire que de poursuivre les gens qui ont construit une véranda ou une piscine ou changer leur châssis sans demander l'autorisation nécessaire. Donc, 99 fois sur 100, ça ne débouche jamais sur un procès pénal. Mais ne pensez pas que vous êtes sorti d'affaire. Quand le procureur du roi répond à la commune ou à la région que lui classe sans suite, il a autre chose à faire que ça, à ce moment-là, l'administration reprend la main et elle peut lancer une procédure de sanction administrative et vous imposer donc une sanction. Vous n'irez pas en prison, mais on vous fera payer une amende administrative. Administrative, très concrètement, ça veut dire que ça ne sera pas inscrit sur votre casier judiciaire comme peut l'être une amende prononcée par le tribunal correctionnel. Mais donc le risque, si on vous refuse la régularisation et si vous ne pliez pas, parce que la bonne réponse dans ce cas-là, il faut remettre les choses dans l'état qui était l'état autorisé avant vos travaux. Et si vous ne le faites pas, alors vous êtes sanctionnable. Ok, alors, que se passe-t-il si je veux acheter un bien existant non conforme au PRAS? Alors là, il y a deux hypothèses à prendre en considération. Si le bien existant en question était là avant le PRAS, donc le PRAS a été adopté en 2001, il a fait l'objet d'une réforme importante en 2013, donc il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers, non, allez, j'exagère, mais il y a certainement des centaines de biens en région bruxelloise qui se trouvent dans une zone du PRAS où ils n'auraient pas le droit d'être si ils étaient construits aujourd'hui, mais ils étaient là avant. Et donc là, le PRAS prévoit bien que ces biens-là ont le droit de rester. Le PRAS est même très très cool avec ce genre de situation puisque on vous autorise non seulement à conserver votre immeuble, mais aussi à le rénover certainement, à l'agrandir, c'est déjà mieux encore, mais même à le démolir et à le reconstruire, ce qui est quand même très très sympa. Donc, un bien existant non conforme au PRAS, pour autant que son existence soit antérieure à celle du PRAS, et évidemment que son existence soit régulière, il faut que ce soit une construction qui avait été autorisée à l'époque. Vous n'avez aucun problème et vous pouvez l'acheter la bouche en cœur et sans trop vous soucier de tout ça. Si par contre, ce que vous achetez, c'est un bien qui est en infraction avec le PRAS parce qu'il a été réalisé à une époque où le PRAS était là et interdisait qu'on le fasse, je vous avoue que c'est une situation que je n'ai jamais rencontrée et j'ai envie de croire qu'elle n'existe pas. Mais si vous tombez là-dessus, alors partez en courant. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas déroger au PRAS. Et donc, si le problème de conformité se présente face à un PPAS ou un règlement d'urbanisme, vous pouvez encore dire que vous prenez sur vous d'essayer de régulariser la situation. Ça peut être un bon argument pour négocier le prix à la baisse en disant que vous prenez un risque, ou simplement vous laissez le risque au vendeur en lui disant que vous achetez, mais sous la condition suspensive de l'obtention du permis de régularisation. Tout ça, c'est envisageable avec des outils comme un PPS, un règlement d'urbanisme, mais certainement pas avec le PRAS, puisqu'on ne peut pas y déroger. Donc, si le bien est non conforme au PRAS et que cette non-conformité est postérieure au PRAS, fuyez. Voilà. Alors, où trouver la réglementation urbanistique en vigueur avant 2000? Alors, ça dépendra un petit peu de l'outil précis que vous avez en tête derrière votre question. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de PPS, par exemple, qui datent de bien avant 2000. Il y a des PPS des années 50, même des plans donc, qui datent d'avant la loi de 1962, que la loi de 1962 a rebaptisé PPS quand elle a été adoptée. Des plans des années 50 ou 60 qui sont toujours en vigueur. Et là, si vous avez de la chance et que la commune a fait le travail de digitalisation, de numérisation, vous les trouverez en ligne. Si ce n'est pas disponible en ligne, alors il faudra contacter l'autorité qui est l'auteur de la réglementation en question, soit la région, si vous cherchez le vieux plan de secteur par exemple, soit la commune.
Et si c'est la vieille loi de 62 que vous cherchez, par exemple, alors là, vous avez toutes les bibliothèques juridiques du royaume avec leur vieille collection de moniteurs belges poussiéreux qui vous accueilleront volontiers pour aller retrouver les vieux textes. Très bien. Alors, est-ce que les règlements de copropriété sont soumis à une vérification par rapport au COBAT? Non. Donc, le code ne prévoit rien de spécifique en matière de règlement de copropriété, donc il fixe tous les grands principes, enfin, et d'autres choses encore, mais les grands principes qu'on a brossés à très très grands traits aujourd'hui. Donc, quand est-ce qu'il faut un permis? Quelles sont les contraintes qui s'appliquent quand on veut faire des travaux? Mais il ne dit rien de qui doit demander le permis, par exemple, ou de la situation particulière des copropriétés. Ok. Alors, vous dites que les documents informatiques sur clé USB sont utiles pour la phase d'enquête publique. Or, au moment de l'enquête publique, l'architecte doit de toute façon uploader de nouveau tous les documents sur la plateforme Nova. Je ne comprends donc vraiment pas cette demande de clé USB. Les communes elles-mêmes disent les entasser sur leur tiroir. Donc pourquoi? Donc, il n'est pas demandé, je cherche les mots exacts que j'avais reproduits dans mon slide, mais donc, ça n'est pas une clé USB qui est demandée. Donc, les mots exacts de l'arrêté sont un exemplaire numérique. Ça veut tout dire et rien dire, et c'est volontaire, évidemment, pour suivre l'évolution des techniques qui font que déjà le CD-ROM, je crois qu'il n'y a presque plus personne qui a un ordinateur portable avec un lecteur de CD-ROM, donc c'est assez obsolète. Les clés USB sont en train de suivre la même voie parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de partager des liens vers les documents. C'est d'ailleurs précisément ce qu'on vous demande de faire pour l'enquête publique, c'est de charger ça sur une plateforme. Donc, à mon sens, dès le moment où vous avez chargé les documents sur la plateforme, vous avez rempli l'exigence en question. L'exemplaire numérique, il est là. Il n'y a pas besoin d'encore venir avec une clé USB en plus. Donc, je donnais l'exemple de la clé USB pour donner une image, mais vous pouvez fonctionner simplement comme ça, ou comme ça se fait pas mal pour les permis d'environnement, ça a même été cadré dans un arrêté de ce côté-là, en envoyant un mail avec dedans un lien vers un WeTransfer, pour parler du plus connu. Ça répond à l'exigence. La clé USB n'est pas du tout indispensable. Une version numérique, sous quelque forme que ce soit, c'est très bien. Très bien. Il est quelle heure? Quart. Bon, on a encore 5 minutes. Vous avez encore 5 minutes? Moi, oui, moi, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, quel délai une autorité communale dispose une autorité communale pour donner sa décision pour la prolongation d'un permis d'environnement? Alors là, la question est sans doute un peu trop imprécise pour que ma réponse soit à prendre de manière ferme et définitive. Mais donc, si on parle d'une autorité communale, en permis d'environnement, on parle forcément d'un permis de classe 2. Et un permis d'environnement de classe 2, il est délivré par la commune dans un délai de maximum 60 jours à dater du moment où elle a déclaré le dossier complet. C'est la même logique que pour les permis d'urbanisme. Donc, dossier complet, décision dans les 60 jours. Ça, c'est pour l'octroi d'un permis d'environnement. Pour la prolongation d'un permis d'environnement, je vous avoue que là, j'ai un trou, ou plutôt, c'est un délai que je ne connais pas par cœur, mais dont je me demande s'il n'est pas identique, là pour le coup, au délai de 60 jours que je viens d'évoquer pour la délivrance du permis. Donc, sous réserve de vérification, je suis en train de regarder en même temps dans l'ordonnance relative au permis d'environnement. Je pense bien que on est dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Mhm. Mais donc à préciser peut-être si l'auteur de la question veut donner des précisions dans le chat ou ailleurs. Dans le chat, ok. Alors, est-ce que les cartes du PRAS sont fixes ou est-ce que l'on
ou est-ce qu'un endroit pourrait être changé après une procédure? Alors, réponse de juriste, elles sont fixes et pas fixes à la fois. Donc, elles sont bien sûr arrêtées par le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui valide les cartes du PRAS. C'est ce qu'il a fait en 2001 et qu'il a partiellement modifié en 2013 sur certains points. Et donc, les seules cartes officielles, si vraiment vous voulez être parfaitement impeccable juridiquement, sont celles qui sont publiées dans le moniteur belge. Donc, même le site Brugis, qui est l'outil que tout le monde, moi le premier, utilise pour aller savoir ce que le PRAS dit à tel endroit, ça n'est pas l'outil officiel. Les seules cartes officielles sont celles qui, en 2001, ont encore été imprimées sur papier, puisque le moniteur existait toujours sur papier, et celles qui, en 2013, quand il n'y avait plus de moniteur papier, ont été publiées dans la version en ligne du moniteur. Donc, ces cartes sont fixes dans la mesure où, quand elles sont adoptées, on n'y touche plus. Les affectations ne changent pas, sauf si le gouvernement, qui est l'auteur du PRAS, décide de le modifier et lance alors une procédure qui est aussi lourde que celle de l'adoption du PRAS, une procédure au terme de laquelle il adopte officiellement une carte nouvelle, mise à jour. Mais donc, à part cette hypothèse-là, vous êtes certain que le PRAS ne change pas du jour au lendemain parce que quelqu'un trouve que finalement, tout ça est un peu dépassé. C'est une longue procédure qui dure au moins 1 an et qui débouche sur une nouvelle publication en moniteur belge. Ok. Alors, est-ce que le rôle du fonctionnaire délégué sera moins important à l'avenir? Alors ça, je serais curieux de savoir qui a posé cette question-là, parce que Je ne le dirai pas. généralement la question est plutôt le contraire. Donc les communes se plaignent à chaque réforme de la législation qu'on les déshabille de leurs compétences. Donc de nouveau, historiquement, ce sont les communes qui sont l'autorité compétente en matière d'urbanisme, et le fonctionnaire délégué n'a qu'un rôle, on va dire, exceptionnel. Sauf que plus les réformes s'empilent et plus les exceptions deviennent tout doucement la règle, puisqu'il y a de plus en plus d'hypothèses dans lesquelles c'est le fonctionnaire délégué qui est compétent. Donc non, je ne pense pas que le rôle du fonctionnaire délégué sera moins important à l'avenir que du contraire. Très bien. Alors, il est 20. Je vois qu'il y a encore du monde. Est-ce que vous répondez encore à Oui, quelques-unes? oui, oui, moi je n'ai rien de prévu juste après, Ok. donc et comme c'est Bon. moi qui ai causé le retard, ce serait malvenu que je m'en aille quand même. Donc, si vous n'obtenez pas vos renseignements urbanistiques à temps pour la signature de l'acte, est-ce que vous pouvez vous retourner contre la Contre la commune? commune, oui. Juridiquement, je pense que oui, parce qu'elle a une obligation de résultat, donc elle est obligée de respecter ce délai-là. Alors, il n'y a pas de sanction dans le COBAT du non-respect du délai, parce que je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait lui, lui imposer comme sanction. Et de toute façon, quand bien même elle serait sanctionnée, ça vous ferait une belle jambe. Vous, votre problème, c'est que pour passer l'acte, vous avez besoin des renseignements et vous ne les avez pas. Donc, évidemment, la bonne, la moins mauvaise solution, pour ne pas dire la bonne, c'est d'arriver à trouver un accord avec tous les intervenants pour reporter la date de signature et quand même signer malgré tout. Mais si ça doit faire capoter la transaction, alors oui, clairement, vous avez un dossier sérieux qui vous permettrait d'engager la responsabilité de la commune devant un tribunal en disant qu'elle est responsable du retard. Ce retard vous a causé un dommage puisque c'est à cause de lui que la vente, pour prendre cette hypothèse-là, n'a pas pu se faire. Et il y a un lien de causalité entre les deux, donc elle doit vous indemniser. Après, évidemment, vous dire si vous êtes sûr de gagner, ça, en bon avocat, je ne ferai jamais parce que la commune pourra peut-être invoquer certaines circonstances particulières qui font qu'on appréciera sa responsabilité différemment, ou elle dira que vous n'avez pas fait tout ce que vous auriez pu pour limiter votre dommage. Vous n'avez même pas essayé de négocier avec le candidat acquéreur qui prolonge son offre, ou que sais-je encore. Donc, rien ne dit que vous aurez gain de cause, mais en tout cas, vous avez un dossier sérieux, ça c'est certain. Très bien. À partir de la réception des travaux, quel est le délai pour dénoncer les travaux réalisés en infraction? Alors ça, c'est aussi une question sans doute un peu trop imprécise pour que ma réponse soit parfaitement satisfaisante.
J'ai envie de vous dire que la réception des travaux, c'est même déjà, dans certains cas, un peu tard pour réagir. En cours de réalisation des travaux, ça dépendra des circonstances de chaque espèce, bien sûr, mais bien souvent, on peut déjà voir pendant les travaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'est pas conforme à ce que le permis a autorisé. Donc, si vous voulez réagir, il faut le faire le plus vite possible et certainement pas attendre la réception. Maintenant, qui est-ce qui dénonce dans la question, hein? Donc, en gros, je vous l'ai dit, comme l'infraction de maintien de travaux réalisés sans autorisation est une infraction continue, il n'y a pas de délai pour dénoncer ce genre de choses-là. La commune, pour prendre un cas vécu, il y a certaines communes qui font la chasse aujourd'hui aux emplacements de parking aménagés dans les zones de recul qui existent devant certains immeubles. Donc les gens ont transformé le jardinet qui se trouvait devant la maison en place de parking. Et ils l'ont fait parfois dans les années 70. J'ai eu un cas de quelqu'un qui est venu me voir avec la maison de ses parents. C'était son père qui, dans les années 70, avait aménagé l'emplacement de parking et qui, lui, jurait la main sur le cœur qu'il était allé jusqu'au service de l'urbanisme de la commune en cause pour poser la question, pour demander s'il pouvait le faire. Et on lui a dit oui, oui. Et malheureusement, il s'est contenté de cet accord verbal il y a 50 ans de ça. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, la commune lui écrit en lui disant que la situation est infractionnelle et il a beau sans doute avoir raison et avoir dit la vérité, il se fait qu'il n'a pas eu l'autorisation nécessaire à l'époque. L'information qui lui avait été donnée au guichet était fausse. Et donc, il est toujours, aujourd'hui, la commune est aujourd'hui toujours dans les délais, puisqu'il n'y a pas de délai, pour mettre le doigt sur cette infraction-là et demander à ce que la situation soit régularisée. Même chose si c'est votre voisin qui veut vous dénoncer parce qu'il ne vous aime pas, hein, que votre véranda a été construite sans autorisation par le précédent propriétaire. Vous êtes en infraction, il peut vous dénoncer. Ok. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont la main levée. Eva Felkay. Alors, j'invite ces personnes à rédiger, à écrire leurs questions dans les questions-réponses. Voilà. Ah, 3 mains. Ok. Écrivez vos questions, s'il vous plaît. 25. Donc, à 30, on arrête. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Alors, dans une commission de concertation après la réforme du COBAT, la présence du patrimoine est toujours obligatoire, même si le bien n'est pas classé. Ou bien, Oui, donc effectivement, pour toutes les demandes qui passent en commission de concertation, la direction du patrimoine culturel fait partie des membres de la commission. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent obligatoirement être là? Non. Donc, il est parfaitement possible que l'un ou l'autre des membres ne soit pas présent. Ça peut aussi être le cas du représentant de la direction de l'urbanisme, si vraiment c'est une demande de permis. Je vais encore reprendre l'exemple de la véranda. Il n'y a vraiment pas d'enjeu au niveau régional et à ce moment-là, le fonctionnaire, il a des choses plus importantes à faire. Il peut parfaitement ne pas être là, pour autant que la moitié plus un des membres de la commission de concertation soit présent. La commission peut valablement siéger et rendre un avis. Et donc, ça peut être, par exemple, pour reprendre cet exemple-ci, le représentant de la direction du patrimoine qui n'est pas là, mais sur papier, il siège pour tous les dossiers. Oui. Ok. On prend cette dernière question, donc la 14. Alors, un copropriétaire a asphalté la zone de recul sans autorisation de la copropriété et sans permis. Donc, la commune a été avertie, mais cela ne semble pas bouger. Un agent est passé il y a plusieurs mois, mais aucune info n'est accessible pour connaître le suivi. Quelles sont les étapes normalement prévues et quels sont les délais pour le contrevenant soit obligé de remettre en prestin état? Alors de nouveau, en termes de délai, là, on ne va pas avoir grand-chose et certainement pas dans le chef de la copropriété. Hein, si il y a non seulement un problème d'urbanisme, mais ici, il y a un deuxième problème qui vient s'ajouter au premier, c'est que cette personne-là
a fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire sans l'autorisation de la copropriété, vous avez quelque part deux fers au feu, deux angles d'attaque possibles. Il y a l'angle urbanistique, mais il y a aussi l'angle civil. Vous pourriez, si vraiment les autorités ne font rien, saisir un juge pour que le juge condamne la personne à remettre les choses en pristine état. Ça, c'est une solution. Comment faire bouger une administration qui est déjà venue sur place, mais qui n'avance pas? Peut-être en contactant la région, parce que c'est aussi une particularité. Enfin, non, je ne pense pas que ce soit spécifique à l'urbanisme, mais en tout cas, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément en tête. Mais en matière d'infraction, les deux niveaux de pouvoir sont compétents de manière concomitante. Donc, et la commune et la région sont compétentes pour venir constater l'infraction et pour engager des poursuites. Donc, si la commune ne fait rien, vous pouvez contacter Urban Brussels, qui a une cellule infraction, et l'un de ses agents pourrait venir aussi contrôler. Le risque, ça c'est pas très juridique, mais c'est de la pratique, c'est que malheureusement, la région qui n'a pas non plus une foultitude de contrôleurs sous la main risque fort de vous dire que puisque la commune est venue déjà dresser un constat, elle ne va pas venir s'en mêler, mais elle a le droit de le faire. Et elle aurait tort de trop s'en désintéresser parce que, de nouveau, en termes de responsabilité, là, il y a aussi de la matière. Donc, si ni la commune ni la région n'agit concrètement, vous pourriez engager leur responsabilité, mais de nouveau, évidemment, devant un juge. C'est jamais très gai de devoir en passer par là. Mais voilà, si vous voulez, sans aller jusqu'à saisir la région, en tout cas, secouer un peu la commune des Verts et lui faire un peu peur, vous pourriez lui dire qu'elle engage sa responsabilité civile et que vous pourriez très bien obtenir une condamnation à son égard, pas seulement à l'égard de celui qui a fait les travaux, parce que bon, c'est quand même lui à la base qui est le fautif, mais l'administration qui doit contrôler tout ça, si elle ne fait pas son travail, est fautive aussi, et vous pourriez arriver à la faire condamner, à vous indemniser pour le préjudice que vous avez subi. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, désolé encore pour le dépassement. Non, pas du tout, pas du tout. Tout a été clair, j'espère, pour tout le monde. Donc, pour les personnes encore présentes qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail, bien sûr. Et sachez que vous pouvez toujours vous inscrire aux prochaines conférences. Donc, lundi, nous allons accueillir 2 conseillères HomeGrid, donc Hélène Dubois et Sophie Holmans, qui nous parleront de comment rénover son logement tout en favorisant le réemploi et en diminuant les déchets. Donc voilà, donc lundi, même heure, même endroit, Zoom, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Demung. Bonne journée, bon week-end à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.